On se rapproche de plus en plus de la fin du manga, et pour preuve, Oda commence à nous révéler des éléments vieux de plusieurs dizaines d'années, avec notamment l'apparition d'un personnage iconique du monde de One Piece, bien que très mystérieux, voire même mystérieuse. Le célèbre Dr Vegapunk, mentionné pour la première fois au chapitre 433 par Koby et dont les mérites sont vantés partout dans le monde depuis des années, serait en réalité une femme qui semble d'ailleurs plutôt jeune par rapport au savoir qu'on lui connaît. Cette apparition est attendue depuis très longtemps, et c'est dans cette saga finale qu'on pourrait enfin apprendre tout ce que le personnage nous cache depuis qu'il a été introduit. L'arrivée de Bonnie va certainement nous en apprendre plus sur Sabo et ce qu'il s'est passé pendant la rêverie, et le prochain arc va sûrement se passer à ses côtés sur l'île futuriste d'Egghead. Malgré tout, les Mugiwara arrivent en terres ennemies, sur une île du gouvernement, et ils doivent donc se faire discrets et ne sont clairement pas là en amis. Encore une fois, c'est un chapitre haut en couleur qui continue de mettre en place les prochaines intrigues, mais surtout les prochaines péripéties des Mugiwara. Contrairement aux reviews précédentes, je ne vais pas analyser le chapitre de la première jusqu'à la dernière page, mais je vais diviser la vidéo en 3 grandes parties pour traiter au mieux les différents sujets abordés ici. On commencera donc doucement avec l'apparition de la marine et du Sword, puis on parlera de la séparation de l'équipage et des enjeux et objectifs de chacun. Puis on terminera la vidéo en parlant bien sûr de la grosse révélation du chapitre, l'apparition du Dr Vegapunk. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît, et je vous propose qu'on analyse ensemble le chapitre 1061 de One Piece. Comme je l'ai dit, on ne commence pas le chapitre au début, mais quelques pages plus tard, avec une rapide intervention de la marine. Tashigi est arrivé à la base du G14 avec les enfants de Punk Hazard, qui suivent désormais un traitement pour les faire rétrécir. Les progrès ont déjà commencé, et il n'est désormais qu'une question de temps avant qu'ils retrouvent tous une taille normale. Smoker n'est pas présent dans cette scène, mais la présence de Tashigi me fait dire qu'il n'est pas très loin, et qu'il aura un rôle à jouer dans l'arc qui arrive. Selon moi, il est déjà sur l'île de Egghead, où ont atterri les Mugiwara, et qui n'est pas très loin non plus de la base de la marine. Dans quelques chapitres, je le vois bien croiser par hasard le groupe de Luffy, Jinbei, Bonnie et Chopper, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Hermep est inquiet pour Koby qui s'est fait capturer par Barbe Noire après son intervention sur Amazon Lily du chapitre 1059. La nouvelle a beaucoup surpris et ses amis proches sont les premiers touchés par ce drame. On découvre au passage de nouveaux membres du Sword, l'organisation qui nous avait été présentée au chapitre 956 lors de l'abolition du système des Shichibukai. Hermep en fait partie, ainsi que le contre-amiral Prince Gruss et la commandante Hibari, et on ne sait toujours rien quant à leurs véritables objectifs. Nous ne savons même pas si c'est une organisation connue du reste de la marine, puisque Koby se cachait lorsqu'il parlait à Drake. De ce fait, je pense que le Sword est un groupe de quelques marines souhaitant faire valoir leur propre justice et qui ne sont pas forcément en accord avec la vision totalitaire d'Akainu. Selon moi, cette organisation n'est pas connue au sein de la marine, et tous ceux présents ici en font partie, même si ça n'a pas été précisé pour Tashigi ou même la vice-amiral Doll. Smoker et son bras droit ont beaucoup évolué et ont su adapter leur vision des choses même face à des pirates comme Luffy et son équipage. Aujourd'hui, même s'ils ont toujours cette envie de les capturer, ils savent reconnaître leur bon côté et ce pourquoi ils se battent. La vision qu'ils ont de la justice a donc aussi beaucoup évolué et elle se rapproche nettement de celle de Koby. Donc si le Sword est bel et bien l'organisation que je décris, je pense que Smoker et Tashigi en font partie et se battent aux côtés de Koby, Drake, Hermep et tous les autres dans l'ombre de la marine de Sakazuki. D'ailleurs, Drake n'a toujours pas donné de nouvelles, même plusieurs semaines après la fin de la guerre d'Onigashima. La dernière fois que nous l'avions vu, c'était après la victoire de Luffy, avant que Hawkins ne meure devant ses yeux. Il n'a pas donné de signe de vie depuis, et il est possible qu'il soit mort également. De ce qu'on comprend, c'est lui qui serait à la tête de l'organisation secrète et il est difficile d'agir tant qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui. Au vu de la situation dans laquelle il se trouve actuellement, je ne serais pas étonné que Hermep et quelques volontaires comme Hibari par exemple prennent les devants en partant seuls avec quelques séraphins pour tenter de délivrer Koby. Leur passage sur l'île de Egghead pourrait les mettre en relation avec les Mugiwara et j'aimerais beaucoup voir une alliance pour aller chercher leur ami commun face à l'équipage de Barbe Noire. Après avoir rattrapé Bonnie face aux conditions climatiques imprévisibles du Nouveau Monde, les Mugiwara font désormais face à une créature géante prête à tout pour les avaler. On comprend vite que ce n'est pas un animal, mais bien un robot qui renverse le bateau et sépare les Mugiwara en deux groupes distincts. Sanji, Nami, Zoro, Robin, Brook, Franky et Usopp d'un côté, dont on parlera plus en détail dans la dernière partie sur Vegapunk, et Luffy, Bonnie, Jinbei et Chopper, qui ont été repêchés par le timonier de l'équipage mais qui n'ont pas pu rejoindre le bateau à temps et ont dérivé jusqu'à
l'île futuriste de Egghead. C'est de ce groupe-ci dont on va majoritairement parler dans cette partie, puisqu'en effet c'est sur le rivage de l'île de Vegapunk que se sont échoués le groupe de Luffy. Pendant qu'ils se remettent de leur incident, en se préparant à partir, ils font connaissance et la photo de la prime de Luffy intrigue énormément Bonnie. À travers la réponse du capitaine des Mugiwara, on a la confirmation que son Gear 5 n'était pas que temporaire et qu'il n'a pas besoin de conditions particulières pour pouvoir l'utiliser comme on avait pu le penser au début. Je pense que c'était quelque chose dont on se doutait un peu tous, mais au vu de cette forme très particulière et surtout très puissante, Oda aurait très bien pu lui imposer certaines limites en empêchant par exemple à Luffy de l'utiliser à volonté. Dans tous les cas, il est possible qu'on la revoie très bientôt puisqu'ils sont actuellement en territoire ennemi et il ne faut surtout pas se faire remarquer. Bonnie nous apprend que c'est sur cette île que se trouve le laboratoire de Vegapunk et toutes les technologies qui vont avec. Au moindre faux pas, c'est tous les marines présents sur place qui pourraient les prendre en chasse et les séraphins récemment mis en place pourraient servir en bien plus grand nombre que sur Amazon Lily puisque c'est ici qu'ils sont fabriqués. Seulement 2 ont suffi à dissuader Barbe Noire et son équipage d'attaquer Rayleigh, donc avec un plus grand nombre, il n'est pas difficile d'imaginer qu'ils puissent venir à bout du groupe de Luffy. D'ailleurs, en parlant des technologies mises en place par Vegapunk, il ne neige plus du tout bien qu'il soit entré dans une zone au climat hivernal. On voit bel et bien qu'autour du Sunny, où le reste de l'équipage se trouve actuellement, il continue de neiger, mais il n'y a pourtant aucune trace de neige sur l'île. Quand Franky a été séparé des Mugiwara il y a 2 ans, il a atterri sur l'île de Baljimoa, qui est le pays natal de Vegapunk, et où le froid y rend la vie particulièrement difficile. À ce moment-là, on apprend que Vegapunk avait déjà essayé de réchauffer l'île en faisant un système de chauffage au sol pour faciliter la vie des habitants de l'île. Malheureusement, en raison de son jeune âge et du manque de financement et matériaux nécessaires, il n'a jamais eu les fonds nécessaires pour conclure un projet d'une telle envergure. À travers cette île et son climat, on peut penser qu'il a finalement réussi à rendre cette île habitable et en a même modifié le climat et son environnement, la faisant passer pour une véritable île printanière. D'ailleurs, l'œuf géant au milieu de l'île qu'on aperçoit sur sa silhouette pourrait être à l'origine de ces modifications en étant adapté des études du climat d'île comme Weatheria. Rien de bien concret, juste de la spéculation, parce que l'œuf m'a fait penser à ce qu'utilise Nami pour se battre. Cette partie se termine avec Bonnie qui explique aux 3 Mugiwara l'endroit dans lequel ils se trouvent et nous révèle avoir des comptes à régler avec le docteur Vegapunk. Et personnellement, je ne vois pas énormément de possibilités à part qu'elle veut le trouver pour parler de ce qui est arrivé à Kuma. Rappelez-vous, dans le chapitre 908, lorsque les révolutionnaires arrivent sur Maréjoise, Jewelry Bonnie est elle aussi présente et se fait passer pour Connie, la reine-mère du royaume Sorbet. En passant la garde pour aller se cacher, elle croise Kuma et pleure sa situation. Les 2 personnages semblent être liés l'un à l'autre et le sort du tyran affecte énormément Bonnie. Comme Vegapunk est à l'origine de ce changement, il est alors normal qu'elle cherche à le retrouver. Ou alors, elle veut le retrouver par rapport à l'armée révolutionnaire. En effet, je pense que Vegapunk fait partie de l'organisation de Dragon sans que le gouvernement ne soit au courant. Le fait qu'il aide Kuma à sauver les Mugiwara il y a 2 ans, ou qu'il l'autorise à garder leur navire pendant 1 an avant de totalement perdre la mémoire, mais surtout un point apparu tout récemment. Au chapitre 1058, lorsque Kuma est de retour chez les révolutionnaires, Dragon lui pose une question et Kuma y répond. Je trouve ça très étonnant que, pour une machine du gouvernement mondial, il réponde aux ordres d'un ennemi aussi facilement. Et selon moi, Vegapunk n'y est pas étranger. Je pense que si Kuma est dans cette situation, c'est en grande partie à cause d'une mission des révolutionnaires qui était d'infiltrer le gouvernement. Pareil pour Vegapunk, le scientifique s'est fait capturer il y a plusieurs dizaines d'années lorsqu'il travaillait avec Judge sur le facteur de lignage. Mais là où le père de Sanji a réussi à fuir, Vegapunk n'en a pas fait autant, et s'est fait attraper. Comme pour Kuma, je pense que c'est une mission de l'armée révolutionnaire et qu'il s'est tout simplement laissé capturer. Il n'a de toute façon rien à craindre puisque son génie est bien trop précieux et il était certain que le gouvernement allait vouloir s'en servir. Pour Bonnie, je pense aussi qu'elle est liée de près ou de loin à l'armée de Dragon, mais malheureusement, il est beaucoup plus difficile de conclure quelque chose pour son cas. Les seules preuves que je pourrais apporter est la haine qu'elle a pour le gouvernement, comme on a pu le voir au chapitre 595 face à Akainu, et sa présence à Marichois en même temps que le groupe de Sabo. Pour moi, les 2 personnages sont liés de cette façon, et ce serait le moyen de faire de Vegapunk un allié plutôt qu'un ennemi. Et les prochains chapitres vont sans doute nous révéler toutes ses intentions. On arrive enfin sur la très grosse révélation de ce chapitre. Vegapunk, le scientifique dont les mérites sont vantés depuis près de 700 chapitres, serait bien loin de l'image du vieux scientifique renfermé dans le fond de son laboratoire qu'on a pu se faire jusqu'à maintenant, mais serait en réalité une femme, qui plus est, plutôt jeune. C'est une nouvelle très surprenante puisque depuis le début de l'histoire, lorsque Vegapunk est mentionné, on parle d'un homme et jamais son genre n'a été remis en question par les personnages le côtoyant et le connaissant. Bien sûr, on parle bien de traduction, qu'elle soit française ou anglaise, ça reste
reste des traductions et des interprétations. Par contre, pour écrire et monter cette vidéo, je me base sur les spoils qui sortent en amont de la sortie officielle et sur un scan traduit par des fans et qui sont donc évidemment à prendre avec des pincettes. Mais les spoils affirment que la voix qui sort de ce personnage et que les Mugiwara entendent est celle d'une personne âgée. Depuis qu'ils sont arrivés sur cette mer, l'équipage de Luffy croise des robots un peu partout, avec tous une même particularité, un nom qui leur est attribué. Le requin portait le numéro 3 sur sa nageoire, le robot géant porte le numéro 12 et la femme qui se présente face aux Mugiwara porte le numéro 2. De ce fait, je pense que Vegapunk utilise des machines qu'il crée pour pouvoir sortir et garder un œil sur le monde extérieur tout en travaillant de son côté. Ce qui me fait penser ça, c'est aussi l'oreillette que ce personnage porte à son oreille, une antenne qui ferait le lien entre elle et le laboratoire dans lequel le véritable Vegapunk se trouverait. Mais ce que je trouve encore plus étrange serait de laisser Vegapunk se balader seul à l'extérieur au risque de se faire attaquer. Je pense que le savoir qu'a le scientifique est précieux plus que tout au monde pour la marine et que sa perte aurait des conséquences bien trop importantes pour prendre de tels risques. La scène ressemble aussi beaucoup à celle du chapitre 1007 avec le retour d'Oden face à ses vassaux. Au final, le chapitre d'après nous a tout de suite confirmé que ce n'était pas lui et je vois un peu la même construction ici. L'apparition du personnage est trop rapide pour pouvoir se faire un avis clair et on sait très bien qu'Oda aime faire des revirements de situation à tout va. Ce n'est qu'une interprétation bien sûr et les vrais arguments à prendre au sérieux sont ceux cités plus tôt, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu la scène et c'est pour cette raison que je ne pense pas que les Mugiwara font face au véritable Vegapunk. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans les prochains chapitres? Au vu des réponses de Vegapunk, il n'est clairement pas là en ami et n'est pas venu les sauver et ils vont donc certainement se faire capturer. Pour que les pacifistas n'attaquent pas au hasard la première cible qu'ils rencontrent, les scientifiques leur ont donné des informations. C'est pour cette raison que pendant la guerre de Marineford par exemple, Hancock se mettait face aux machines du gouvernement pour ne pas qu'ils attaquent puisque la princesse serpent était considérée comme une alliée. Je pense qu'on pourrait voir aujourd'hui plus ou moins la même chose et les Mugiwara seraient détectés comme ennemis tout simplement parce qu'ils ont une prime sur la tête et les robots qui leur font face compareraient la photo de la prime avec la tête qu'il a en face de lui. Et peut-être qu'à partir de maintenant, vous savez où je veux en venir. C'est dans le chapitre 1058 que les Mugiwara ont découvert leur nouvelle prime suite aux événements de la guerre de Nigashima. Seulement, il n'y a que Franky qui s'est vu attribuer une autre photo que la sienne et c'est bien le Sunny qui apparaît sur son nouvel avis de recherche. De ce fait, le robot capturerait toutes les têtes qu'il reconnaît, et comme ce sont des pirates et qu'il ne reconnaît pas Franky, il le prendrait pour un prisonnier, ou quelque chose comme ça, en tout cas pas pour un allié du groupe avec lequel il se trouve. C'est à partir de ça que je pense que Franky pourrait sympathiser avec Vegapunk. Après tout, il a passé 2 ans dans son laboratoire caché sur Baljimoa et utilise aujourd'hui des technologies que le scientifique a lui-même créées. Une relation entre les deux ingénieurs est donc simple à mettre en place et ce serait un bon moyen de faire de Vegapunk un allié de l'équipage. Selon moi, la nouvelle prime de Franky n'est pas qu'une simple blague et elle aura son utilité à un moment ou un autre. Dans tous les cas, on entre dans la partie du manga que j'attends le plus, donc abonnez-vous pour ne rien rater et ne pas manquer les prochaines reviews.